Non, mais c'est pas grave. Je vous propose qu'on débute l'audition pour nous laisser justement le temps de pouvoir échanger avec Monsieur le Ministre. Donc, mes chers collègues, nous recevons cet après-midi Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vos attributions sont vastes et couvrent plusieurs spectres en lien avec l'enfance. Je vais donc commencer par lancer plusieurs sujets avant de vous laisser la parole pour une partie préliminaire et ensuite nos collègues pourront intervenir, poser des questions. Alors tout d'abord, vous avez annoncé en septembre dernier la mise en place d'un service public de la petite enfance dont l'objectif est d'assurer à chaque parent une solution d'accueil pour son jeune enfant. Pouvez-vous nous informer de l'objectif final de ce service, le porteur et son contour ? Dans le cadre de vos attributions, vous avez également autorité sur le délégué interministériel à l'autisme et sur la secrétaire d'État au handicap. Quelles évolutions dans la prise en charge des enfants envisagez-vous, que ce soit en établissement spécialisé ou à l'école ? Dans le cadre du plan pauvreté, pouvez-vous nous expliquer la fin des petits déjeuners gratuits à l'école en métropole et où sommes-nous du dispositif cantine à 1 € et quels sont les points bloquants pour un meilleur déploiement ? Je vous ai dit que c'était vaste, non ? Dans le cadre du comité interministériel à l'enfance, votre ministère est cité sur l'action de contrôle des antécédents de l'ensemble des intervenants auprès des enfants. Pouvez-vous nous indiquer comment vous comptez mettre en œuvre ces contrôles pour les professionnels de l'enfance ? Et autre sujet lié à ce comité, le soutien à la parentalité, où votre ministère est cité. Qu'envisagez-vous à l'intérieur de votre ministère pour tenir l'objectif de soutien à la parentalité dont nous nous rendons compte que nous avons plus que besoin à l'heure actuelle ? Enfin, nous avons tous et toutes constaté une baisse d'attractivité des métiers de la petite enfance, mais également du social, notamment pour des professionnels de la protection de l'enfance ou de prise en charge des enfants en situation de handicap. Quelles sont les pistes que vous envisagez pour améliorer l'attractivité de ces métiers, de l'humain, qui sont plus que nécessaires ? Je pourrais vous interroger encore sur de nombreux sujets, mais je ne vais quand même pas prendre les questions de tous mes collègues. Donc je vous laisse la parole pour ce propos préliminaire et nous aurons ensuite un échange. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Je vais essayer de répondre dans mon introduction à un certain nombre de vos questions et je reviendrai sur les questions plus précises à la fin si vous le voulez bien. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, de participer à une commission qui a été installée depuis peu, mais qui a déjà beaucoup travaillé. C'est le signe que l'Assemblée nationale fait de ces sujets des sujets essentiels. Et vous vous doutez qu'en tant que ministre des Solidarités chargé de la petite enfance et des familles, je ne peux que m'en réjouir. Cette délégation, elle permet aussi de donner un coup de projecteur systématique sur l'enfance, dont les travaux donc porteront sur une grande partie des actions relevant de mon portefeuille. Je pense notamment à l'accueil du jeune enfant et à ses répercussions sur la question du plein emploi, de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'un soutien accru aux familles monoparentales, mais aussi à la lutte contre les inégalités de destin. C'est le cas aussi avec la politique des 1000 premiers jours de l'enfant, initiée par Adrien Taquet sous le précédent mandat, et dont la dynamique sera poursuivie, j'y reviendrai, au sujet relatif au métier de ce secteur de la petite enfance, si important en termes d'emploi comme d'impact, et vous m'invitez d'ailleurs à vous répondre sur cette question-là de façon plus large sur le champ dont j'ai la responsabilité. Et puis enfin à la question de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui touche encore trop d'enfants, appelant de la part des pouvoirs publics des actions spécifiques. Donc je vais essayer dans mon propos introductif d'aborder l'essentiel sur chacune de ces questions. D'abord concernant l'accueil du jeune enfant, il s'agit d'un point central de la feuille de route qui m'a été confiée par le président de la République et la première ministre que de mettre en place un service public de la petite enfance. L'accueil du jeune enfant étant en effet la première préoccupation des parents aujourd'hui, une problématique qui est au carrefour du soutien à la natalité, au retour au travail, à la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Un constat connu, il manquerait aujourd'hui 200 000 places d'accueil dans notre pays pour répondre aux demandes et aux besoins qui sont exprimés par les familles. Et c'est 160 000 personnes, essentiellement des femmes, qui aujourd'hui renoncent à un emploi, faute de pouvoir trouver un mode d'accueil pour leurs enfants.
Alors des choses ont déjà été faites, hein, notamment à la sortie de la crise sanitaire, avec la mobilisation de plus de 200 millions d'euros pour un plan de rebond dans le secteur de la petite enfance, pour augmenter le nombre de places de crèches. Plus récemment, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, avec notamment la réforme du complément mode de garde, pour faire en sorte que le recours à un assistant maternel soit aussi accessible qu'une place en crèche pour les familles. Cette réforme, elle était indispensable, puisque en son absence, un certain nombre de familles modestes, essentiellement, étaient privées de mode d'accueil pour leurs enfants. Il faut savoir que 5% des enfants des familles les plus modestes sont accueillis par un assistant maternel, contre 46% pour une famille aisée, et ce, sans forcément bénéficier d'un accès à l'accueil collectif. Donc le complément mode de garde sera aussi étendu pour les enfants de 6 à 12 ans, pour les familles monoparentales. Et enfin, le partage du complément mode de garde en cas de garde alternée de l'enfant sera facilité. Cette réforme, évidemment, en appelle d'autres pour atteindre l'objectif de mettre en place une offre d'accueil du jeune enfant qui soit à la fois sécurisée et de qualité, qui soit financièrement accessible à tous et qui soit enfin disponible en nombre suffisant. Et donc c'est l'ambition de ce service public de la petite enfance que je citais à l'instant. À l'occasion du comité interministériel à l'enfance du 21 novembre dernier, j'ai annoncé le lancement d'une grande concertation qui va être organisée dans le cadre du Conseil national de la refondation, avec pour objectif de recueillir de façon très ouverte et très large les points d'attention et d'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les parents, que ce soit les professionnels, les collectivités locales. La concertation a débuté dès le mercredi 23 novembre dans une phase de concertation nationale que je conduis moi-même. Elle se conclura d'ici au printemps. Et elle se poursuivra cette semaine avec un CNR Petite Enfance qui aura lieu demain matin. Et elle se conclura avec un autre CNR, donc une autre réunion au format Conseil national de la refondation au printemps 2023, dont la tenue marquera aussi le coup d'envoi d'un nouveau fonds d'innovation pour la petite enfance, un fonds de 10 millions d'euros qui aura pour objectif de financer les initiatives locales exemplaires, préfigurant ainsi le service public de la petite enfance. Et toutes ces modalités de mise en œuvre seront définies par l'ensemble des parties prenantes. Les Françaises et les Français pourront contribuer directement à cette concertation via un questionnaire dédié, accessible depuis le site du CNR, comme pour tous les autres CNR thématiques. Concernant la question des métiers, évidemment, la création de ce service public nécessite un travail conséquent sur la question de l'attractivité des métiers de la petite enfance. Malheureusement, secteur qui ne fait pas figure d'exception dans le paysage social et médico-social. La pénurie de professionnels aujourd'hui est criante. La CNAF, cet été, m'a remis un rapport indiquant notamment qu'il manquerait 10 000 professionnels dans nos crèches. Donc il y a urgence à travailler sur ces questions. J'ai d'ailleurs réuni une semaine à peine après ma nomination, le 11 juillet, le comité de filière petite enfance pour valider la mise en œuvre de premières propositions et débloquer ainsi 2,5 millions d'euros pour travailler sur la question de la qualité de vie au travail, pour organiser également une campagne de valorisation et de promotion de ces métiers. Le 22 septembre, à l'occasion d'un nouveau comité de filière, j'ai annoncé que le gouvernement était d'ailleurs prêt à également accompagner financièrement les revalorisations salariales dans le secteur, pour autant que les partenaires sociaux se réunissent, négocient et le fassent de façon complètement transversale. J'ai donné quelques indications, en tout cas un cahier des charges aux partenaires sociaux pour y parvenir, et j'ai reçu une réponse le 27 octobre des représentants des professionnels qui ont accepté d'engager les discussions sur la base que je leur ai fixée, et l'État animera et facilitera ces discussions. Je rappelle que l'État avait sans attendre accompagné par 2 fois cette année les employeurs face aux effets de l'inflation, pour faire face aux effets de l'inflation, en débloquant près de 100 millions d'euros. Il reste évidemment beaucoup à faire, et les parlementaires dans cette dynamique auront une place évidemment
un rôle important à jouer. Je sais que vous êtes au quotidien sur le terrain, dans vos circonscriptions, souvent sollicités évidemment par les parents et les professionnels du secteur, au regard des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et juste à ce titre, je profite de ma présence ici pour revenir sur 2 sujets qui vous ont sans doute beaucoup occupé depuis cet été. La question de la polémique autour d'un arrêté que j'ai signé au mois de juillet et qui vise à encadrer le recours à des professionnels, notamment à encadrer le recours à des professionnels non qualifiés dans les crèches. Arrêté qui ne vise pas à faciliter leur embauche, mais au contraire qui vient encadrer une dérogation qui date d'une vingtaine d'années et d'encadrer le risque d'un recours excessif à cette dérogation à un moment où la pénurie se fait beaucoup plus pressante, en y ajoutant au moins 2 conditions supplémentaires: de bien pouvoir justifier de l'urgence de la situation et de pouvoir également s'engager sur la formation des personnes, d'une part au moment de l'accueil, de l'intégration de ce professionnel, pour l'intégrer avec un parcours d'intégration de 120 heures et une obligation de formation dans l'année qui suit son embauche. Et voilà donc les conditions de leur accueil. Dans la même veine, je voulais aussi préciser des questions qui m'ont été posées, des réponses aux questions qui m'ont été posées concernant le contrôle des antécédents judiciaires. Je sais que vous y êtes là aussi sensible, puisque il y a eu la suppression d'un arrêté concernant l'agrément des assistants maternels qui a pu susciter un certain nombre de questions. Dans les faits, rien ne change concernant les contrôles des antécédents judiciaires, puisque l'obligation a même été renforcée par la loi du 7 février 2002. La loi continue évidemment de s'appliquer et il n'y a donc aucun vide juridique. Donc pour être clair, pour travailler dans la petite enfance, il faut un contrôle du fichier judiciaire et des obligations. L'arrêté supprimé, je le rappelle, mettait en œuvre des contrôles, mais avec une formulation qui contrevenait au code de procédure pénale. Il était donc indispensable de le modifier, ce que je ferai dans les tout prochains jours avec un nouvel arrêté, sans pour autant, encore une fois, que la loi cesse de s'appliquer dans l'intervalle. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était l'articulation entre le service public de la petite enfance et les 1000 premiers jours. Sans être trop long, vous rappelez néanmoins que cette politique s'inscrit donc de SPPE bien dans cette politique des 1000 premiers jours. L'attachement à cette politique, initiée par le précédent gouvernement, a été rappelé à de nombreuses reprises. Sa finalité est double: encourager et soutenir la natalité, et puis mieux accueillir les enfants dans notre pays en accompagnant davantage les parents, tous les parents. Les 1000 premiers jours s'articulaient autour de 3 priorités, je le rappelle: l'accompagnement de la naissance, les congés de naissance et les modes d'accueil des enfants. Des jalons extrêmement forts ont déjà été posés, avec en particulier le doublement de la durée du congé paternité et l'introduction d'une partie obligatoire, ou encore avec le renforcement des examens pré- et post-nataux et la lutte contre la dépression postpartum. Le service public de la petite enfance est donc pleinement partie intégrante des 1000 premiers jours et vise à le parachever. Je porte par ailleurs la mise en œuvre d'un pacte des solidarités que je vous présenterai très rapidement ensuite, et qui vise notamment à approfondir cette dynamique des 1000 premiers jours, par exemple en mettant en place un dispositif de distribution de produits alimentaires pour les plus jeunes enfants, sur la base de l'opération Urgence Premier Pas, qui avait été initiée par mon prédécesseur. Concernant la politique en faveur des familles monoparentales, sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant, vous le savez, notre attention est constante vis-à-vis de la situation de ces familles monoparentales, dont le nombre n'a cessé d'augmenter au cours de ces 30 dernières années, jusqu'à représenter aujourd'hui un quart des familles. Elles sont particulièrement exposées à un risque de précarité, puisque 41% des enfants qui vivent dans ces familles monoparentales sont pauvres, et contre 21% pour l'ensemble des enfants. Elles sont au cœur évidemment des enjeux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque dans 80% des cas, le parent isolé est une femme.
Là aussi, beaucoup a été fait. On se rappelle de tout ce qui a été fait autour des pensions alimentaires, puisque plus d'un tiers des pensions alimentaires n'étaient pas ou partiellement ou irrégulièrement payées. Depuis janvier 2021 a été mis en place un service public des pensions alimentaires pour prévenir ces impayés. Ces pensions sont versées par l'intermédiaire des CAF à la demande de tous les parents séparés. Et à partir du 1er janvier 2023, ce dispositif sera mis en place automatiquement pour toutes les séparations, sauf opposition évidemment des deux parents. C'est aussi les mesures qu'on a mis en place avec l'augmentation de 30% des aides à la garde individuelle d'enfants et puis l'encouragement au développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle. D'autres actions plus récentes ont été mises en œuvre. Je pense notamment, et d'ailleurs c'était le cas hier, je crois, du versement augmenté de 50% de l'allocation de soutien familial que nous avons annoncé cet automne. Je rappelle que l'ASF représente 20% du revenu des parents solos pour ceux qui la touchent, et donc elle passe de 123 € par mois et par enfant à 185 €. Et elle nous permettra de faire reculer de plus de 2 points le taux de pauvreté chez ces familles monoparentales. Voilà. Et donc on continuera évidemment à apporter une attention toute particulière aux familles monoparentales dans le cadre de la mise en œuvre du service public de la petite enfance, comme on l'a fait avec la réforme du complément mode de garde. Avant de terminer, je voudrais revenir plus largement sur la lutte contre la pauvreté des enfants. Et vous savez que c'est quelque chose qui nous préoccupe particulièrement, un engagement fort du président de la République, le choix qu'il avait fait notamment sous la législature précédente d'en faire l'axe principal de la stratégie de lutte contre la pauvreté pour pouvoir lutter contre les inégalités de destin, lutter contre la pauvreté à la racine et la reproduction sociale de la pauvreté. Vous vous souvenez d'un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, j'en rappelle quelques-unes, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone d'éducation prioritaire, le bonus aussi favorisant la mixité sociale dans les établissements d'accueil du jeune enfant qui a été porté par la CNAF, le déploiement des cités éducatives ou encore la tarification sociale des cantines et le petit déjeuner gratuit. Et j'y reviendrai dans quelques minutes. Dans le nouveau pacte des solidarités que nous sommes en train de concerter avec l'ensemble des acteurs du secteur des solidarités, l'idée c'est de reprendre évidemment cet axe fort pour prévenir les inégalités sociales de santé notamment, qui se forment dès l'enfance et qui ont des conséquences très lourdes tout au long de la vie. Ça pourrait passer notamment par des actions en faveur de la santé mentale, de la santé nutritionnelle ou d'un meilleur repérage des troubles du neurodéveloppement, comme de l'accès à l'offre de consultation. Prévenir ensuite le décrochage scolaire, afin que l'école assure pleinement son rôle de levier en faveur de l'égalité des chances. Et mon collègue Papendia y est particulièrement engagé. Il nous faudra mettre en place notamment des interventions coordonnées tout au long du parcours des enfants et des jeunes, organisées dans leurs différents milieux de vie, ou encore garantir l'accès à des temps libres, favorisant l'épanouissement des enfants. Toutes ces mesures, encore une fois, seront porté dans le premier axe de ce pacte des solidarités qui reprend les orientations de la précédente stratégie de lutte contre la pauvreté. Il sera complété de 3 axes. Je le redis parce que ça me permet de passer des messages. L'inclusion dans l'emploi qui reste une priorité, la prévention du basculement dans la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la grande exclusion. Et puis enfin, la transition écologique qui doit aussi être une transition solidaire. Je ne serai pas plus long dans mon introduction, peut-être répondre tout de suite à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. Sur le service public de la petite enfance, je pense y avoir répondu sur les objectifs et la méthodologie. Peut-être oublié de vous préciser que après une phase donc nationale de consultation qui s'arrêtera demain, on va enclencher une phase de consultation territoriale qui sera portée par la présidente du comité de filière petite enfance, Elisabeth Laitier, donc qui va aller dans une dizaine de départements pour pouvoir concerter largement l'ensemble des parties prenantes dans les territoires. Concernant la question de l'évolution dans la prise en charge des enfants en situation de handicap et des enfants autistes,
rappeler qu'un certain nombre de moyens importants ont été inscrits dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Rappeler que l'objectif général de dépenses de la branche autonomie a augmenté de 5,2%, ce qui nous permet encore une fois de respecter les engagements qu'on avait pris lors de la dernière conférence nationale du handicap, mais que la préparation de la future conférence nationale du handicap début 2023 nous permet là aussi de remettre sur la table ces questions. La Première ministre a annoncé qu'il y aurait notamment un acte 2 de l'école inclusive qui permettra de revenir sur la question de l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, du rapprochement notamment entre le médico-social et l'éducation nationale. Notre volonté aussi de poursuivre un plan ambitieux dans la suite de la première stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement. On a inscrit en projet de loi de financement de la sécurité sociale 65 millions d'euros pour continuer le temps de pouvoir renouveler cette stratégie et cette ambition. Et puis citer aussi notre souhait de continuer le développement notamment d'unités d'enseignement spécialisées pour élèves en situation, élèves polyhandicapés. 12 unités ont notamment été créées à la rentrée scolaire de 2022. Concernant la question sur la sur les petits déjeuners gratuits à l'école et les repas de cantine à 1 euro, on a effectivement décidé dans l'inscription, dans le budget de la mission Solidarité, de réduire la voilure sur la question des petits déjeuners gratuits, parce que finalement toutes les communes ne souhaitaient pas s'emparer de cette possibilité-là, pour des raisons très variées. En revanche, là où ça marche, notamment dans des communes en zone d'éducation prioritaire ou en Outre-mer, où les mairies se sont beaucoup emparées du dispositif, bien évidemment, on continuera à les financer et à les développer, mais je n'ai pas l'intention, en tout cas, de relancer une dynamique forte sur la question des petits déjeuners gratuits à l'école. En revanche, on souhaite fortement développer les dispositifs des cantines à 1 euro et inciter les différentes communes à avoir des tarifications sociales pour permettre l'accès aux enfants issus des familles les plus modestes à la cantine de façon très large. On a mis 7 millions d'euros dans le PLFSS 2023. On verra si dans le cadre du pacte des solidarités pour les années suivantes, il faut qu'on aille plus loin, mais c'est bien une ambition au regard du fait que pour beaucoup de ces familles, pour beaucoup de ces enfants, ce soit parfois le seul repas équilibré et de qualité qu'ils reçoivent dans la journée. Donc on continuera vraiment sur cette question-là, puis vous dire qu'on a quand même, face parfois à un constat de dévoiement de la mesure par certaines communes, demander à ce que ce tarif social, à partir du 1er août 2022, ne soit réservé qu'aux familles ayant un quotient familial inférieur à 1 000 euros, afin de garantir l'esprit social de la mesure, puisque certaines communes étaient tentées en fait d'appliquer cette tarification à l'ensemble des familles indistinctement et sans tenir compte du revenu de ces familles. Concernant le soutien à la parentalité, je crois que votre question concerne le comité de soutien à la parentalité. Qu'est-ce que vous mettez en place En fait, Adrien Taquet avait saisi en avril 2022 Elisabeth Laitier, la présidente du comité de filière petite enfance, sur cette question. Elle a auditionné, je crois, plus de 30 personnes ou groupes, différents acteurs du soutien à la parentalité depuis. Ces auditions doivent être complétées par les conclusions aussi d'une mission qui avait été confiée à Anne Reynaud, qui est psychiatre et fondatrice des Instituts de la parentalité, et à Charles Ingle, psychologue clinicien et responsable de la politique de parentalité de la CAF de Gironde. Cette mission visait à définir le socle de compétences en matière de soutien à la parentalité sur la base de données quantitatives et qualitatives. Donc l'ensemble des éléments, à la fois de la mission d'Elisabeth Laitier et de celle de Madame Reynaud et de Monsieur Ingle, me seront remis, je crois, dans les semaines qui viennent, pour qu'on puisse, le cas échéant,
prendre des décisions sur l'opportunité ou pas d'ailleurs de la création d'un comité de filière comme on l'a fait avec la petite enfance, et cas échéant aussi pour renouveler notre ambition et notre stratégie en matière de soutien à la parentalité. Sur la question de l'attractivité des métiers, donc c'est l'objectif et c'est l'objet du comité de filière petite enfance. J'ai rappelé les mesures qu'on avait d'ores et déjà prises sur la question de la qualité de vie au travail, sur la communication autour de ces métiers, de la valorisation de ces métiers, parce que je pense que le regard qu'on porte sur ces métiers, il est extrêmement important aussi pour permettre leur revalorisation. Les négociations pour la revalorisation salariale de ces métiers, et puis tout ce qu'on va pouvoir continuer à construire avec le comité de petite enfance en matière de formation, de parcours professionnel, voilà, qui contribue à l'attractivité des métiers. Et puis plus largement, nous sommes en train de travailler à la demande de la Première ministre de façon interministérielle un plan global pour les métiers du soin, du lien et de l'accompagnement, et qui permettent de répondre rapidement à ces problématiques. Voilà. Dans la continuité du Ségur de la santé, mais surtout pour reprendre une dynamique, je pense, positive vis-à-vis de ces métiers qui sont aujourd'hui extrêmement peu attractifs. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je crois. Merci. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Je vous propose un premier tour de table, en commençant par le groupe Renaissance et Charlotte Goetschi-Bolognaise. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Au nom du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier pour cette audition dans le cadre de la délégation aux droits des enfants. Je voudrais vous interpeller sur la question des AESH. Le droit à l'éducation est un droit fondamental dans notre pays. Il est donc de notre devoir d'en assurer l'égal accès pour tous les enfants. C'est le sens de l'action menée par le président de la République qui a fait de l'école inclusive une priorité nationale du quinquennat. Je tiens à saluer les progrès considérables qui ont été accomplis depuis 5 ans déjà en matière d'inclusion des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire ouvert. Nous pouvons évoquer quelques chiffres. Pour la rentrée 2022, 3,5 milliards d'euros consacrés à l'école inclusive, un budget en hausse de 66% par rapport à 2017. 430 000 élèves en situation de handicap ont pu être scolarisés en milieu ordinaire, soit une augmentation de 34% par rapport à 2017. Afin d'accompagner ces enfants, le gouvernement a prévu la création de 4 000 postes d'AESH. L'actualité récente attire notre attention sur des difficultés qui sont encore rencontrées par certains enfants, notamment dans le cadre du temps périscolaire. En effet, en application de la décision du 20 novembre 2020 du Conseil d'État, les AESH sont désormais financés par l'État sur le temps scolaire et par les collectivités territoriales sur le temps périscolaire. Cette nouvelle charge est répartie entre la commune, le département et la région selon la répartition habituelle de leurs compétences. Plusieurs collectivités s'inquiètent des conséquences financières de cette décision, notamment les maires de petites communes qui n'auraient pas les moyens de soutenir cette nouvelle charge dans un contexte où elles font déjà face à une hausse sans précédent du coût de l'énergie. Par ailleurs, aucune prise en charge n'est prévue pour les élèves de l'enseignement privé sur le temps périscolaire. Le financement de l'AESH revient alors aux familles, mais cela représente un poids financier considérable. Certains élèves en situation de handicap se retrouvent alors exclus de leur cantine, car considérés comme du temps périscolaire. Monsieur le ministre, qu'en est-il des discussions engagées avec les collectivités pour trouver une solution durable afin qu'il n'y ait plus ces situations dans nos écoles ? Concernant les enfants scolarisés dans l'enseignement privé, la mise en place d'un dispositif est-il envisagée? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe Rassemblement national, Madame Lavalette. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ça marche? Oui, ça marche. Nous ne devons jamais nous habituer à ce que les enfants en situation de handicap soient privés de la chance d'aller à l'école. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron lors de la conférence nationale du handicap en 2020. En 2021, 20% des saisines du Défenseur des droits relatives aux droits de l'enfant concernant des difficultés d'accès à l'éducation d'enfants en situation de handicap. Véritable parcours du combattant pour les familles, l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés mène parfois, et on le sait tous, à des situations injustes et particulièrement contraignantes pour les parents. Cela est d'autant plus vrai pour les enfants ayant un handicap intellectuel ou cognitif et qui ne peuvent se rendre dans un établissement scolaire ordinaire, ces handicaps invisibles nécessitant des apprentissages très longs, un encadrement spécialisé. Alors certaines familles se retrouvent contraintes de faire redoubler leur enfant ayant dépassé la limite d'âge pour une scolarisation en ULIS.
Et ça laisse effectivement des familles, on le sait, sans solution. Le 19 juillet dernier, le Conseil d'État a reconnu une carence fautive de l'État de nature à engager sa responsabilité dans le cas d'une déscolarisation de plus d'1 an d'un enfant atteint de troubles cognitifs et psychomoteurs, et ce, alors même que la CDAPH avait prescrit son orientation vers plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux. Ces situations sont loin d'être rares, elles s'étalent parfois sur plusieurs années et revêtent, on s'en doute, un caractère violent pour les enfants et les familles. Vous savez, tous les 3-4 ans, il y a cette attente de notification de la MDPH qui est effectivement un stress pour les familles. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire qu'on perd 10 ans tous les 3-4 ans, apparemment. Néanmoins, j'ai vu Madame Cobel disant qu'a priori, maintenant, il y aurait une notification unique, je pense, entre l'ULIS et l'IME, par exemple, ce qui me paraît être une très bonne chose. Vous voyez, on n'est pas dogmatique, même quand c'est bien, on sait le dire. Désireux de pallier le manque d'implication de l'État dans la scolarisation effective de ses enfants, des parents tentent même d'embaucher de temps en temps des AESH privés et se voient refuser cette possibilité en école classique, et leurs enfants subissent alors des changements incessants de classe, inadaptés, se voient scolarisés pour 3-4 heures dans la semaine, une matinée, une après-midi. Monsieur le ministre, pour reprendre les termes de la défenseure des droits, que comptez-vous faire pour que l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école ne soit plus bricolé? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe LFI, Madame Standbach-Ternoir. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. En 2021, près de 20% des saisines relatives aux droits de l'enfant adressées à la Défenseure des droits concernent des difficultés d'accès à l'éducation d'enfants en situation de handicap. Il y a donc dans notre pays un véritable scandale de la déscolarisation assumée de milliers d'enfants ayant des troubles cognitifs ou comportementaux. Car ce que cache la vitrine de l'école inclusive, ce sont d'abord les milliers d'enfants partiellement, voire même totalement déscolarisés chaque année par manque d'AESH. Les rapports se succèdent, rien ne change, rémunération trop faible, conditions de travail dégradées, cadre contractuel précaire et finalement dévalorisation de la profession là où les besoins sont à l'inverse grandissants. Et le 8 novembre, au Sénat, le ministre de l'Éducation a annoncé un acte 2 de l'inclusion scolaire aux contours encore flous. Face au coût croissant de l'inclusion, il souligne, je cite, que tous les enfants ne peuvent pas être en milieu ordinaire, en rappelant l'existence du médico-éducatif, notamment des instituts médico-éducatifs, vous l'évoquiez tout à l'heure. Or, si on connaît la réalité dramatique de l'inclusion scolaire, on connaît moins, voire on occulte, la situation des jeunes ayant reçu une notification vers le médico-social et qui se heurtent à l'absence de place en IME. Dans ma circonscription, par exemple, le délai d'admission est de 3 à 4 ans. Et en attendant, ne pas avoir de place, cela signifie concrètement, pour des milliers d'enfants, ne pas être scolarisés, donc être privés d'éducation et de socialisation, avec tous les effets que cela entraîne. Régression, perte de repères, perte de chance, destruction des familles. Il n'y a aucune statistique publique au niveau national, ce qui est un autre scandale, mais la MDPH du Val-de-Marne, par exemple, sollicitée par un collectif de parents, reconnaît au moins 1000 enfants concernés dans ce seul département. Enfin, comble du mépris institutionnel, un décret du 15 février 2022 établit l'obligation pour les parents de ces enfants de demander une autorisation d'instruction à domicile, alors qu'aucun accompagnement pédagogique adapté n'est prévu. L'État se défausse ainsi de son obligation d'assurer le droit à l'instruction, que votre gouvernement est donc incapable de garantir ni dans l'école, ni hors de l'école. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que le handicap ne soit plus un motif d'exclusion dès l'enfance? Merci. Je vous remercie. Pour les Républicains, Madame Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, merci d'être ici aujourd'hui. Nous tenons à vous parler aujourd'hui de la grande précarité de milliers de familles en France et dont les enfants sont sans domicile fixe. Les chiffres sont considérables. Ils sont 42 000 enfants dans cette situation. Des dizaines de milliers dorment dans des hôtels ou foyers, plus de 1500 dans la rue. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre dernier, l'UNICEF, conjointement avec le SAMU social de Paris, a rendu un rapport traitant des conséquences de la précarité en matière de logement sur la santé mentale des enfants. En effet, les répercussions sont dramatiques. Conditions non réunies pour que l'enfant se construise dans de bonnes circonstances, construction du lien familial altéré par la situation que vit la famille, ne facilitant pas le développement psychique de l'enfant, ainsi que les obstacles à une scolarité favorable. Il y a également été spécifié que le manque de professionnels était considérable et que les enfants et adolescents en situation précaire
avaient d'autant plus de difficultés à obtenir une aide psychologique indispensable à leur bien-être. Nous souhaiterions savoir ce que le gouvernement compte faire pour aider et encadrer ces enfants dans le besoin dans le cadre du pacte de solidarité. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Monsieur Paul Christophe. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre de nous avoir éclairé sur votre vision du service public petite enfance. Sans grande surprise, je vais revenir sur un sujet qui a animé mes travaux dans le mandat précédent, celui de l'accompagnement des parents d'enfants gravement malades. Un accompagnement donc, et un rapport que j'avais pu remettre donc, en fin d'exercice qui portait donc, sur un meilleur accompagnement des familles en tant que tel, mais aussi une accélération des procédures administratives et l'occasion pour moi de vous remercier sur votre accompagnement justement sur le PLFSS pour permettre à ce que le congé de présence parentale soit accordé en renouvellement avec un accord qui est accéléré, mais également un élargissement des mesures qui sont proposées pour accompagner les familles dans le volet particulièrement financier et logistique, leur permettant donc de se consacrer au plus cher finalement l'accompagnement des soins de l'enfant. Donc des mesures qui portent sur la question des transports avec des indemnisations lorsque l'enfant n'est pas présent également dans le véhicule, des mesures qui portent sur des logements de proximité, des lieux de soins, ou des mesures qui portent bien évidemment sur les modes de garde. Et là, je reviens plutôt sur les modes de garde atypiques, lorsque il faut également s'occuper de la fratrie, lorsque les parents doivent se loger à proximité des soins. C'est aussi la question de la scolarisation des enfants, puisque rien de plus cher pour un enfant que de se sentir aussi normal que les autres lorsqu'il est gravement malade et donc d'aller à l'école. En soi, il existe des dispositifs aujourd'hui, mais on voit combien ils ont besoin d'être renforcés, notamment en matière d'anticipation et de formation des enseignants. Ce n'est pas toujours évident d'être confronté à la maladie de l'enfant, surtout lorsqu'on l'a eu avant la maladie dans sa propre classe. Et puis enfin, je voudrais revenir un petit peu sur l'accompagnement également des jeunes aidants, qui reste un sujet aujourd'hui qu'on a exploré, mais sur lequel on n'a pas apporté toutes les réponses. Des jeunes aidants qui sont souvent confrontés avec la maladie, qui vivent avec la maladie d'un parent ou d'un proche, ou tout simplement d'un frère ou d'une sœur. Et aujourd'hui, on sait que ça peut s'accompagner sur de la culpabilité, sur le besoin d'un accompagnement psychologique. Et en tout cas, aujourd'hui, on est toujours confronté aux mêmes difficultés de repérage. Et enfin, puisque vous avez l'Observatoire de la stratégie Agir pour les aidants, est-ce que vous entendez l'ouvrir aux fédérations type Grandir sans cancer ou l'UNAPEC, qui sont parfaitement concernées par l'accompagnement des jeunes enfants? Et pour terminer ce premier tour de table, pour GDR, Madame Lebon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. À La Réunion, un enfant sur 5 attendrait à la maison qu'un AESH lui soit proposé, un enfant handicapé sur 5, porteur de handicap. Sur ceux qui sont scolarisés, la moitié le serait avec moins de 12 heures de cours par semaine. Et il y a ces enfants qui sont placés dans des classes ordinaires avec des listes d'adaptation pédagogique longues comme le bras, impossibles à mettre en place. L'école inclusive sans moyens, c'est mettre l'enfant en difficulté. Certes, il y a eu des recrutements supplémentaires, mais ils sont encore loin d'être suffisants. Dans une école de ma circonscription, l'enseignante et l'AESH du dispositif Ulysse TFM, trouble de la fonction motrice, accueillent une seule élève cette année. Elle pourrait en accompagner 11 de plus. Mais si l'enfant est fléché TFC, trouble de la fonction cognitive, quand bien même il a aussi des troubles de la fonction motrice, il ne peut prétendre aux classes TFM. Une absurdité car les enseignants TFM sont aussi formés au TFC. Et surtout que partout, les classes TFC sont bondées et de nombreux enfants sont sur liste d'attente. En fait, les parents sont mal accompagnés et mal informés de ce dispositif. Et le parcours du combattant débute au moment de la constitution du dossier MDPH. Alors oui, la MDPH dépend du département, mais pour fonctionner correctement, il faut des moyens. Et les dotations des collectivités baissent chaque année si on tient compte de l'inflation. Pour fonctionner, il faut aussi une volonté de coordination. Et si j'en crois les professionnels de l'enseignement, ça n'existe pas. Les AESH sont essentiels, mais il y a également une carence importante concernant les psychologues scolaires. Ce sont pourtant eux qui, entre autres choses, réalisent l'accompagnement des familles d'enfants porteurs de handicap et les orientent. Comment allez-vous structurer et améliorer la prise en charge des enfants porteurs de handicap à l'école? Comment comptez-vous créer la passerelle nécessaire entre MDPH et éducation nationale? Quand l'intérêt de l'enfant deviendra-t-il le vrai moteur de la politique d'école inclusive? Quand les enfants en situation de handicap y auront-ils pleinement leur place? Je vous remercie. Je vous remercie, chacune et chacun, d'avoir respecté en plus le timing. On progresse d'audition en audition. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre. Je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Beaucoup d'entre elles concernaient la question de l'école inclusive, qui reste une priorité pour notre gouvernement. Merci d'avoir rappelé tout ce qui a été fait durant ces 5 dernières années, et notamment l'augmentation considérable des budgets alloués
à l'école inclusive, l'augmentation aussi spectaculaire du nombre d'AESH. Malheureusement, aujourd'hui, on le voit, hein, il y a encore beaucoup de familles et d'enfants qui se retrouvent sans solution et je le dis systématiquement, chaque situation est en elle-même un drame familial et pour l'enfant et on ne peut pas évidemment s'en satisfaire. Donc, au regard de ce qui s'est passé durant cette rentrée, donc le ministère de l'Éducation nationale avec mon ministère et donc avec également Geneviève Darrieussecq travaille aujourd'hui et organise une concertation pour faire évoluer les dispositifs dans le cadre, là aussi, de la préparation de la CNH, je l'ai dit tout à l'heure, pour aller vers un acte 2 de l'école inclusive et donc apporter des réponses structurelles. Vous avez cité une grande partie des problèmes qui se posent aujourd'hui sur la question des difficultés qu'on a à recruter des AESH, parce qu'on a créé des postes, mais on n'a aujourd'hui pas réussi à tous les recruter. Donc des problématiques qui concernent le statut de ces AESH, leur temps de travail, leur organisation, pour éviter aussi les ruptures de parcours pour les enfants entre le temps scolaire et le temps périscolaire, et donc des discussions avec les collectivités pour voir comment améliorer ces dispositifs. Il y a effectivement la question de l'enseignement privé et l'actualité récente nous a montré qu'il y avait un sujet qu'il fallait là aussi aborder et inclure dans la discussion pour qu'aucun enfant ne se retrouve exclu ni de la cantine scolaire ni de l'école, et donc un travail qui sera important sur l'évolution en fait des dispositifs, la réflexion sur l'augmentation de dispositifs qui existent déjà, et notamment les classes spécialisées, de la mutualisation aussi parfois d'AESH, et puis de travail effectivement sur l'avenir et l'évolution du rôle des MDPH dans le système, puisqu'on a pu constater effectivement des décalages entre les prescriptions, les capacités à les réaliser, et donc un manque de fluidité tout simplement entre l'éducation nationale et les MDPH qu'il faut qu'on puisse améliorer. Donc la concertation est en cours. Je suis navré de ne pouvoir vous apporter des réponses plus précises à ce stade, parce que vraiment les équipes en fait y travaillent. Et encore une fois, dans cette double temporalité, d'essayer d'apporter des réponses immédiates, notamment parce que dès cette rentrée, on avait mis en place des lignes téléphoniques départementales et nationales pour accompagner les familles, et donc on continue à les accompagner et à accompagner chaque famille et chaque cas d'enfant qui n'aurait pas de solution sur le territoire, et puis la perspective d'une réponse plus structurelle dans le cadre de l'acte 2 de l'école inclusive. Renforcer aussi, on avait parlé de la question des IME, du manque de place en IME. C'est partie aussi on va dire du cadre de la réflexion pour renforcer aussi les passerelles entre les écoles et les établissements médico-sociaux. Voilà, des réflexions autour notamment de prendre l'opportunité de la baisse de la démographie scolaire aussi, pourquoi pas, pour créer des nouvelles places dans les groupes scolaires, et donc amener aussi le médico-social dans les établissements scolaires. C'est des réflexions qui sont en cours. On a mis 25 millions d'euros dans le PLFSS pour favoriser le développement de coopération opérationnelle entre l'école et les établissements sociaux et médico-sociaux pour l'année prochaine dans cette dynamique-là, et 6 millions d'euros pour poursuivre aussi le déploiement des unités de scolarisation pour les élèves polyhandicapés, mais ça je l'avais dit également tout à l'heure, et puis de poursuivre le développement d'autres unités. Donc on précisera ça d'ici le début de l'année prochaine et la conférence nationale du handicap, l'idée étant de pouvoir garantir une rentrée 2024 qui nous permette d'assurer notamment la continuité entre le temps scolaire et le temps périscolaire, puisque vous avez été plusieurs à me poser cette question. Sur la question de la précarité des familles et des enfants qui sont malheureusement aujourd'hui accueillis dans des
dans des structures d'urgence, soit à l'hôtel, soit dans des centres d'hébergement d'urgence. C'est un problème qu'on a bien identifié, que nous allons travailler avec Charlotte Cobel et Olivier Klein pour l'inclure dans la nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, donc dans le pacte des solidarités. Et on réfléchit aux différentes modalités pour pouvoir y travailler d'ici là. Pourquoi pas peut-être confier une mission à une inspection, mais une mission rapide pour qu'on puisse inclure ces propositions et ces réponses dans le pacte des solidarités. Mais là aussi, c'est une préoccupation majeure de notre côté, et puis de façon plus structurelle. C'est-à-dire que là, on continue à penser les symptômes d'un système qui ne fonctionne pas bien, de renouvellement du côté du ministère du Logement, d'une politique du logement qui soit beaucoup plus offensive et qui permette d'accélérer notre dynamique du logement d'abord pour offrir à toutes ces familles des conditions d'accueil et d'hébergement qui soient plus dignes et mieux disantes, notamment pour accompagner les enfants. Sur la question des aidants et des jeunes aidants, vous savez, Christophe, mon engagement sur ce sujet-là, on va continuer. Effectivement, on a l'opportunité avec le renouvellement de la stratégie Agir avec les aidants de pouvoir, le cas échéant, bien inclure les acteurs auxquels vous faisiez référence. Et donc on y sera attentif dans cette dynamique-là, puis de renouveler tout simplement notre ambition, et puis continuer à simplifier et améliorer et à faciliter la vie, notamment de tous ces parents qui connaissent ces situations difficiles d'accompagner des enfants. Il y a effectivement des choses qui existent aujourd'hui, et ce que vous avez dit m'a rappelé ma casquette précédente, puisqu'on avait dans l'association que je dirigeais un établissement de soins de suite et de rééducation qui prenait en charge des enfants atteints de cancer. Et effectivement, on avait intégré dans l'établissement une offre de scolarisation, un hébergement pour les parents qui, souvent d'ailleurs, venaient de loin, parce que ces enfants, ils ont besoin d'être scolarisés, ils ont besoin aussi de leurs parents en proximité pour pouvoir affronter la maladie et faire face, et les parents d'être aux côtés de leurs enfants, évidemment. Je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets. J'espère que c'est le cas. Je regarde mes notes. Il me semble, j'avais classé par question, et il me semble qu'on a à peu près tout abordé. Sur l'acte 2 de l'inclusion, effectivement, je pense que toute inclusion dans les classes normales n'est pas forcément adaptée ni pour les uns ni pour les autres. Il faut vraiment avoir tout un panel de dispositifs, et effectivement transporter notamment les IME dans les écoles me paraît une très bonne solution, et pour l'avoir vu, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer. Je vous propose une deuxième salve de questions. J'ai noté. On va commencer par Monsieur Philippe Fay. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Écoutez, je voudrais revenir moi sur la loi handicap du 11 février 2005 et ce qu'elle introduit bien sûr au titre des bénéficiaires, avec pour parvenir à la politique du handicap deux dispositifs qui sont complémentaires, la nécessaire compensation du handicap et l'obligation d'accessibilité. Et justement, je voudrais revenir sur l'obligation d'accessibilité. J'étais il y a encore quelques mois maire, et je sais que je n'ai certainement pas fait les efforts nécessaires pour rendre accessibles les espaces publics. Et justement, j'ai pu également en parler avec Frédéric Zetoun, le chroniqueur, chanteur qu'on peut connaître, qui est handicapé aussi, et qui m'a profondément exprimé sa grande déception quant à aussi la mise en accessibilité de tous les espaces publics. J'ai pu, il y a quelques jours, rencontrer les jeunes de l'EREA Saint-Exupéry de Berck-sur-Mer, qui se trouvent sur ma circonscription. Et aussi, je crois qu'ils ont beaucoup à dire sur le sujet, notamment l'accès au train. Vous savez, c'est de la petite séparation qui existe entre le train et le quai, qui les empêche d'être autonomes. Donc aujourd'hui, je souhaiterais connaître les points d'étape quant à cette loi, et puis les moyens que vous souhaitez et que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir poursuivre
et relancer bien sûr la mise en accessibilité de l'ensemble de l'espace public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gaillard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, les Outre-mer, dans toute leur diversité, sont caractérisés par un sous-équipement en établissements médico-sociaux et des situations économiques et sociales difficiles selon le Haut Conseil de la santé publique. L'accès aux soins et à la santé est la deuxième priorité à traiter, derrière le chômage, selon les personnes ayant répondu à une enquête menée par le Défenseur des droits en 2019 dans tous les Outre-mer. Dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation de handicap en milieu ouvert ou milieu ordinaire, il reste beaucoup de chemin à faire. Il existe seulement 27 CESAD et services associés pour plus de 2,8 millions d'habitants dans nos territoires. Que comptez-vous faire pour ouvrir plus de places en CESAD dans nos territoires pour rattraper le retard structurel? Nos enfants en situation de handicap ont le droit d'être pris en charge dans leur milieu de vie et dans le respect de leur environnement familial, social, culturel et linguistique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Portier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. L'école inclusive est devenue un véritable parcours du combattant pour les professionnels autant que pour les parents. Cela va du traitement administratif via les MDPH jusqu'à l'accueil quotidien dans les établissements scolaires. Et les symptômes, vous les connaissez, sont nombreux. Les enseignants sous pression qui prennent parfois des risques, une pénurie d'AESH, une attente interminable pour obtenir un matériel pédagogique adapté. On peut évidemment s'interroger sur cette situation et sur sa pérennité. L'école, aussi ouverte qu'elle puisse l'être, n'est pas un IME. Un enseignant n'est ni un éducateur spécialisé, ni un professionnel de santé. Ce sont des métiers différents. Et le droit à l'éducation, doit-il s'exercer au détriment des conditions d'apprentissage? Certainement pas. Je crois qu'on partage cette conviction. Mais aujourd'hui, on peut vraiment s'interroger sur l'objectif réel du tout inclusif, car mal dimensionnée, l'inclusion peut être vécue comme une maltraitance pour les enfants, ou tout du moins une souffrance pour les enfants comme pour les parents. À l'école, la dépense annuelle moyenne par élève, tout niveau confondu, est de 8 920 € précisément. Si on le rapporte au coût annuel d'un enfant en IME, là c'est 40 000 €. Et donc on pourrait se poser vraiment la question, est-ce que des économies seraient aujourd'hui réalisées sur le dos des politiques de handicap? La question est clairement posée. Monsieur le Ministre, pensez-vous que le budget accordé au ministère de l'Éducation nationale supplée le manque de moyens accordés à votre ministère? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'avais Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Je compléterai juste les questions de mes collègues précédents sur le handicap, mais en lien avec le harcèlement scolaire et les violences faites aux enfants en situation de handicap, qui semblent être 3 fois plus élevées que celles des autres élèves. Malgré le plan de lutte contre le harcèlement dit phare qui a été expérimenté depuis 2021, à la rentrée 2022, il a été étendu à toutes les écoles et les contenus éducatifs proposés, les outils de suivi de ce programme prennent-ils suffisamment en compte la situation de ces enfants en situation de handicap? L'autre question était par rapport aux AESH. Simplement, le fait que moi j'ai sur mon secteur, sur ma circonscription, une école qui a des enfants malvoyants et des enfants autistes, et on a réussi à faire des temps pleins pour les AESH sur l'accompagnement de 2 handicaps différents. La difficulté est la formation des AESH à des types de handicaps très différents pour lesquels ils ne sont pas toujours bien à l'aise en matière d'accompagnement. Je vous remercie. Merci. Et une question de Monsieur Martinet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je suis très heureux de vous retrouver en audition aujourd'hui, puisque la dernière fois que nous avions échangé, c'était dans l'hémicycle à propos de la question du salaire des assistantes maternelles. Bon, c'est à ce moment-là que vous aviez commis une petite erreur, on va dire, évoquant 3 SMIC comme salaire moyen des assistantes maternelles. Alors, vous êtes vite revenu, évidemment, sur cette erreur, et après tout, l'erreur est humaine, mais je dois avouer que cette séquence, elle a confirmé chez nous un soupçon. Le fait que la rémunération des assistantes maternelles et l'objectif d'augmenter le salaire des assistantes maternelles, malheureusement, ne fait pas partie des préoccupations de ce gouvernement. Et je pense que c'est une absence qui est absolument dramatique. D'ici les 10 prochaines années, la moitié des assistantes maternelles partiront en retraite. Nous avons un tiers
des places d'accueil de jeunes enfants qui est assurée par les assistantes maternelles. Dans l'état actuel des choses, si nous ne donnons pas les moyens de rendre ce métier plus attractif, de recruter davantage d'assistantes maternelles, nous allons dans le mur. Tous les efforts qui pourront être faits sur l'ouverture de places en collectif seront tout simplement balayés par l'effondrement du nombre d'assistantes maternelles. Donc il faut un choc d'attractivité pour ce métier. Alors il le faut d'abord pour ces femmes qui ont un travail extrêmement exigeant et une rémunération qui est faible, souvent proche ou en dessous du SMIC, mais il le faut même du point de vue des politiques publiques pour faire fonctionner ce fameux service public de la petite enfance que vous avez évoqué. Donc j'ai 3 questions à vous poser, enfin plutôt 3 propositions sur lesquelles mon groupe parlementaire a travaillé et sur lesquelles je voudrais votre avis. Première proposition, c'est tout simplement l'augmentation du salaire minimum des assistantes maternelles qui devrait être pris en charge par une augmentation du complément en mode de garde pour que effectivement cette augmentation de salaire ne repose pas sur les familles. Deuxième proposition, c'est la création d'un fonds national de garantie des salaires des assistantes maternelles. Puisque vous le savez, les assistantes maternelles sont confrontées parfois par un non-paiement des salaires de la part des parents particuliers employeurs. Et vu la crise sociale qui s'annonce, malheureusement, ces non-paiements de salaires risquent de se multiplier. C'est dévastateur pour les assistantes maternelles. Il faut donc un fonds national de garantie pour que ces salaires soient effectivement payés. Et dernière proposition sur laquelle je veux votre avis, là je conclus là-dessus, c'est la question de la formation des assistantes maternelles. Il faut plus et mieux former les assistantes maternelles, et d'ailleurs elles en sont absolument demandeuses, mais dans l'état actuel des choses, la formation des assistantes maternelles, elle se fait sur leur temps libre, sur un moment qui n'est pas rémunéré, et donc nous proposons que la formation des assistantes maternelles, soit elle se fasse à un moment où les enfants qu'elles gardent puissent trouver une place ailleurs dans le service public, soit en tout cas que ces formations soient rémunérées. Voilà nos 3 propositions sur lesquelles, de façon la plus constructive possible, j'aimerais avoir votre avis. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de rajouter une petite interrogation. Où en est-on de la révision des conventions qui gèrent le médico-social ? J'avais cru entendre qu'on allait réfléchir à une fusion ou au moins une unicité des 2 points. Et si on a le temps avant que vous partiez, un petit point d'étape du renouvellement de la convention avec la CAF. Très bien. Alors, dans l'ordre, concernant la loi de 2005, sur la question de l'accessibilité, plus particulièrement, l'engagement du gouvernement a été réaffirmé à l'occasion du comité interministériel du handicap du 6 octobre dernier par la Première ministre. Le constat est sans appel et on l'a tous fait. Malgré les efforts et la dynamique qui a été mise en place depuis 2005, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs que nous attendions. On est à la fin là, des premiers agendas d'accessibilité partagée et force est de constater que de trop nombreux lieux, transports notamment, ne sont pas accessibles. Et donc la Première ministre en a fait une priorité. Là aussi que nous renouvellerons dans le cadre de la Conférence nationale du handicap. Elle a d'ailleurs annoncé à cette occasion la nomination d'un délégué interministériel à l'accessibilité pour faire vivre en fait cet objectif dans chacun de nos ministères, porté donc par chacun des membres du gouvernement et relayé ensuite sur les territoires, dans les préfectures, auprès de référents accessibilité, l'objectif étant de planifier beaucoup plus fortement cette mise en accessibilité, transport, bâtiment et puis également numérique, qui est aussi une priorité pour l'accès des personnes en situation de handicap de façon générale. La question de l'accessibilité universelle est une question qui est fortement portée par le CNCPH et voilà, dont l'ambition sera renouvelée à l'occasion de la Conférence nationale du handicap. Donc c'est vraiment une priorité. On a bien conscience, je pense, collectivement, encore une fois, du travail et du chemin qui reste à faire. Et donc il faut qu'on trouve collectivement les voies et moyens pour y parvenir, voilà, pour aller plus loin et plus vite sur ces questions-là. Concernant les Outre-mer, eh bien, nous allons travailler avec mon collègue Jean-François Caraco. On a déjà commencé d'ailleurs à travailler à la déclinaison de ma feuille de route sur les territoires ultramarins au regard de leurs spécificités,
démographique, sociale, au regard aussi, effectivement, comme vous l'avez rappelé, parfois du fort retard en équipements médicaux et services médico-sociaux. Et donc, là aussi, on aura une attention particulière pour les territoires ultramarins et on y affectera des moyens supplémentaires au nom du rattrapage que nous souhaitons pouvoir octroyer à ces territoires, que ce soit en matière de handicap, que ce soit en matière de grand âge ou d'autres services aujourd'hui qui manquent sur les territoires. J'ai pas oublié votre question un petit peu technique sur la fusion, ça fait partie. Enfin voilà, j'ai répondu dans ma question générale. C'est partie des sujets qu'on aborde dans la réforme, en tout cas dans l'amélioration des dispositifs d'accompagnement des élèves en situation de handicap dans les écoles, pour pouvoir effectivement être un peu plus agile, décloisonner et faciliter l'accueil, puisque voilà, la situation que vous avez décrite est assez absurde. En tout cas, un déblocage pourrait nous permettre de faire des avancées et de résoudre des solutions. Sur la question de l'école inclusive, alors voilà, Madame la Présidente l'a dit, elle a une conviction que je peux partager. Enfin, certains handicaps font qu'on a besoin d'un accompagnement médico-social. Mais j'ai dit l'inclusion, la société inclusive, pour moi, c'est vraiment le sens de l'histoire. Et je crois qu'il faut qu'on fasse tous collectivement le maximum pour rendre notre environnement, et l'école en particulier, inclusive. Et donc, si certains élèves ont besoin d'un accompagnement médico-social, y compris à l'école, c'est la proposition que je faisais, c'est emmenons le médico-social dans l'école pour pouvoir permettre aussi cette inclusion. Et puis, voilà, j'ai la conviction profonde que je partage avec Geneviève Darrieussecq que rendre inclusif aussi l'école, c'est bénéfique pour tout le monde. Je suis persuadé que ça permet aussi à tous les élèves une approche plus ouverte, un changement de regard aussi sur les vulnérabilités, sur le handicap, qui est bénéfique à tous, une attention à l'autre aussi. Et il y a la différence qui, me semble-t-il, est importante dans le développement et l'éducation de nos enfants dans les écoles. Et donc vous dire que... et ce que j'ai dit aussi, rappeler que si on veut que l'école soit inclusive, ça n'empêche pas qu'on va continuer à faire des efforts pour développer des places médico-sociales. C'est 300 places qui sont prévues pour 2023. Alors c'est encore suffisamment, pas suffisant sans doute pour répondre à toutes les problématiques, mais 300 places en IME et puis plus de 1000 places pour les adultes, parce que vous le savez aujourd'hui, un certain nombre de places pour les enfants sont occupées notamment par des adultes. Vous m'avez posé la question plus spécifiquement du harcèlement scolaire, de la lutte contre le harcèlement scolaire pour les enfants en situation de handicap. C'est effectivement une préoccupation. Je ne sais pas si aujourd'hui les outils, je vous avoue que je ne sais pas, si les outils sont parfaitement adaptés. On va le vérifier avec l'éducation nationale pour s'assurer que ces outils soient aussi bien adaptés à l'accompagnement des enfants en situation de handicap qui sont effectivement victimes plus que d'autres et plus à risque sur les questions de harcèlement scolaire. Que vous dire également, oui, sur la question des assistantes maternelles. Je vous remercie d'avoir noté que l'erreur était humaine. Voilà, ça me servira de leçon, c'est certain. Vous dire que ces propos m'ont d'autant plus perturbé que la réalité, c'est que j'accorde une attention toute particulière à la question des assistantes maternelles, et ce, depuis que j'ai été nommé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 60% des places d'accueil sont portées par des assistantes maternelles, et qu'il faut que nous soyons en capacité demain de développer ces capacités, que effectivement nous nous confrontons à une démographie qui n'est pas en notre faveur et à une faiblesse de l'attractivité des métiers
d'assistants maternels. Concernant vos 3 propositions, la réalité c'est que c'est des propositions qui toutes les 3 sont abordées dans le cadre du comité de filière petite enfance. Alors, on a une concertation et un groupe spécifique pour aborder la question des assistantes maternelles. Vous dire aussi que cette question, c'était peut-être pour reprendre dans l'ordre, la première sur l'augmentation du salaire minimum, la deuxième sur la création d'un fonds de garantie et la troisième sur la formation des assistantes maternelles. Les 3 questions, en fait, sont abordées dans le cadre du comité de filière. On sera en capacité d'y répondre. Sur la question du salaire, c'était, je vous dis que c'était d'autant plus dommageable les propos que j'ai pu tenir à l'Assemblée que dans l'hémicycle, que c'était précisément l'objet en fait de la réforme du CMG. Avoir un accès et un reste à charge pour les familles qui soit équivalent à celui des crèches, justement, doit permettre d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter les revenus des assistantes maternelles pour pouvoir leur permettre aussi d'accueillir plus d'enfants en favorisant le recours à ces assistantes maternelles. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions sur ces points-là. Sur la CCIE, très rapidement, donc il y a effectivement des négociations qui ont été entamées du côté des employeurs et des organisations syndicales pour créer un cadre conventionnel commun, enfin, une convention collective unique étendue de branches au niveau du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. Les négociations ont commencé cet été. Pour rien vous cacher, et en toute transparence, elles butent aujourd'hui sur des questions salariales et notamment sur des revendications d'extension du Ségur à l'ensemble des salariés du secteur avant entrée en négociation. Donc les syndicats ont posé cette condition comme devant être résolue pour pouvoir poursuivre les négociations. Donc les négociations sont plutôt bloquées actuellement. Je réunirai prochainement les organisations concernées pour voir comment on peut accompagner le déblocage de ces négociations qui sont importantes. Je crois que l'ambition qu'il y a derrière, c'est quand même de porter un cadre juridique pour ces salariés qui soit mieux-disant, qui permette aussi d'aborder la question de la transformation du secteur en transversalité, d'offrir des parcours professionnels qui soient transversaux et qui correspondent aussi à la façon dont on accompagne les personnes dans nos établissements et nos structures sociales, médico-sociales et sanitaires. Et donc, je pense qu'on a le devoir de faciliter les choses, de les débloquer. Rappeler que l'État avait déjà mis 500 millions d'euros sur la table pour accompagner ces négociations. On y travaillera, ça fait partie des sujets aussi qu'on doit aborder avec les départements. Dans le cadre du comité des financeurs, je me suis engagé à mettre en place une gouvernance partagée entre l'État et les départements pour mieux piloter aussi le secteur, puisque voilà, c'est des politiques, encore une fois, qui sont très largement décentralisées et portées par les départements. Donc voilà, un peu bloqué en ce moment, mais que nous allons tenter de débloquer rapidement dans les semaines qui viennent. Et concernant le renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale des allocations familiales, elle est en cours de renégociation. J'ai reçu pas plus tard que ce matin la présidente et le directeur général de la CNAF pour faire un point, et notamment pour parler d'ailleurs de l'inscription, de ce que signifierait l'inscription de notre ambition en matière de service public de la petite enfance dans cette COGE, de prendre aussi leçon de l'évaluation de la COGE qui se termine, de favoriser aussi ce qu'on appelle la période intercoge, c'est-à-dire que
la COG prend fin à la fin de l'année 2022. Il est évident que nous n'aurons pas terminé le 31 décembre de négocier et de construire cette COG, ne serait-ce que parce qu'on n'aura pas encore suffisamment de visibilité sur le service public de la petite enfance, qui va tenir encore une fois une place importante dans cette future COG. Qu'on discute aussi de l'élargissement et peut-être du renforcement de notre ambition en matière d'accompagnement de la jeunesse dans cette COG qui tient à cœur de l'ensemble des CAF. J'ai rencontré l'ensemble des présidents il y a 15 jours pour discuter aussi de cette future COG. Donc voilà, les négociations sont en cours. Elles prennent aussi, ce qui me permet aussi de dire un mot place dans un contexte particulier. Vous avez vu que les CAF étaient attaqués cette semaine dans certains médias, de renouveler tout mon soutien d'ailleurs à l'ensemble des 35 000 agents des CAF qui font un travail remarquable dans des conditions parfois difficiles. À rappeler quand même qu'ils ont connu et qu'ils portent des réformes qui sont structurelles, qui sont importantes. On finit là d'éponger, on va dire, le projet de réforme des APL qui a été très lourd et dont nous devons tirer leçon avant d'engager les prochains projets, notamment le projet de solidarité à la source qui sera porté là aussi par la CNAF, que ce sont eux qui portent et qui ont fait preuve d'une grande agilité pour pouvoir assurer les revalorisations de l'été de l'ensemble des prestations sociales, la mise en place de l'allocation exceptionnelle de solidarité en septembre, la prime de Noël qui arrive, et puis qui travaille actuellement sur la déconjugalisation de l'AAH pour faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre au plus tard, au 1er octobre prochain. Et je peux vous dire que c'est un gros travail. Et donc, on discutera aussi de ça parce que c'est important. Je veux dire, il y a aussi une question d'adéquation entre les moyens et nos ambitions dans cette COG. Et moi, je me suis engagé effectivement à ce qu'on ait une approche équilibrée entre ces moyens et les ambitions que nous portons. Et elles sont nombreuses dans le cadre de nos relations avec la branche famille. Je pense que le ministre n'a pas oublié de répondre à aucune question, sauf erreur de ma part. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation à échanger. Juste avant que vous partiez, mes chers collègues, juste rappel, la semaine prochaine, pour finir l'année, nous avons donc en mercredi, c'est une belle journée mercredi, nous avons le colloque numérique et protection des mineurs le matin, et donc l'après-midi à 15h, nous auditionnons le garde des Sceaux. Donc c'est une dernière journée de l'année 2022 chargée. Je vous remercie de votre présence.